il peut vous suivre pour faire le coup de feu. Donc la main-d'œuvre devient facile, on peut recruter facilement la jeunesse, on peut l'embrigader, on peut la lancer, parce que le développement n'a pas été fait. Si l'on veut se développer, si l'on veut prévenir des conflits, il faut aussi penser au développement. Mais qu'est-ce qui fait, d'après vous, Freddy principalement, mais qu'est-ce qui fait que quand on est en Afrique centrale, on puisse avoir autant de difficultés, quand on est en Afrique de l'Ouest, qu'on n'ait pas autant de difficultés qu'en Afrique centrale, ne serait-ce que quand on regarde l'infrastructure au niveau du développement. Mais pourquoi vous avez l'impression que les chefs d'État qui ont l'habitude de venir en Europe ne prennent pas conscience qu'il faille développer le pays, ou alors, comme on le dit si bien, c'est la faute de l'Occident, et de la France en particulier pour les pays d'Afrique francophone, si les pays africains francophones ne se développent pas? Non, mais je pense qu'en Afrique de l'Ouest, il y a quand même le franc CFA qui réunit ces pays. En Afrique centrale aussi, c'est le franc CFA. En Afrique centrale aussi, mais en Afrique centrale, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes les ventres mous du continent. C'est dû à quoi? C'est quoi? Parce que il y a encore dans nos mentalités le problème des frontières. C'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, vous êtes au Bénin, vous allez, les soirs vous êtes au Togo, etc., sans problème. Mais chez nous, c'est encore le problème des frontières, alors que nos frontières sont poreuses, mais on tient encore... on a l'impression qu'on est nivelé par les bas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de nationalisme exacerbé qui ne permettent pas... c'est-à-dire qu'on voit toujours l'autre comme un étranger. Il faut aussi qu'on arrive un peu à démentaliser notre pensée. Oui, mais Freddy, tu parles du problème des frontières, cher confrère. Je signale que l'OHADA, l'Organisation par rapport aux droits des affaires, parle de la zone CEMAC comme de la zone UMOA en termes de libre circulation des personnes et des biens. Et on constate que c'est beaucoup plus dans la zone UMOA que cette libre circulation des personnes et des biens, et même d'entreprendre, est appliquée. Alors qu'en Afrique centrale, les mêmes textes ne produisent pas les mêmes effets. Est-ce la déontologie au niveau des chefs d'État? Est-ce une volonté légitimée et légitime ou alors constitutionnelle, non inscrite, qui fait en sorte que les principes de l'OHADA ne soient pas appliqués pour que l'ensemble de la sous-région CEMAC se développe? Je crois vraiment qu'il faut parler des Afriques et non de l'Afrique. Et que l'Afrique centrale, c'est vraiment un cas particulier. Parce que lorsqu'on a la possibilité, l'opportunité d'aller en Afrique de l'Ouest, de voir, moi je prends l'exemple d'un pays que j'ai beaucoup visité, c'est le Burkina Faso. Il y a 10-15 ans, lorsque vous y allez, il n'y avait pas autant d'infrastructures qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, si vous prenez la grande avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou, mais c'est une transformation, c'est vraiment une belle ville, etc. Donc, je pense qu'en Afrique centrale, on s'accroche trop aux acquis coloniaux. Excuse-moi de le dire, mais je pense que c'est ça qui me vient à l'esprit. Parce qu'on se dit, bon, on a été colonisé par la France, on a été colonisé par la Belgique, etc. Donc, c'est resté des acquis, mais on n'a pas réussi à dépasser ces acquis-là. Et c'est ce qui fait que nos pays, tu as l'impression que quand tu y vas aujourd'hui, surtout en Afrique centrale, c'est comme en 1960 quand on a reçu l'indépendance. Alors très bien, on va passer à la question d'après, le temps. Nous avons 10 à 10 minutes, je sais, pour parler un tout petit peu de la succession d'Omar Bongo. Bien évidemment qu'on a Ali Ben, ministre de la Défense, qui a 49 ans, du Parti démocratique gabonais, et Pascaline Bongo, 52 ans, qui fut la directrice du cabinet de son père. Il y a Jean Ping, quelque part aussi, qui est planqué au niveau de la Commission africaine, et qui, ancien vice-premier ministre, dont on connaît le talent et qui l'a prouvé de par le monde. Est-ce que la guerre de succession est enclenchée aujourd'hui au Gabon, à telle enseigne que la seule succession possible ne soit qu'Ali Ben Bongo? Je crois que pour l'instant, il faut le reconnaître et il faut même le mettre en valeur, parce que souvent quand il y a des bonnes choses, on ne les met pas en valeur, surtout dans la presse internationale. L'apocalypse qui avait été annoncée ne s'est pas produite, parce qu'on avait dit que dès que le président Bongo décéderait, ça va être la catastrophe au Gabon. Là, on a un mécanisme constitutionnel
institutionnelle qui fonctionne. En tout cas, jusqu'ici, qui a fonctionné. La présidente du Sénat a prêté serment. Le gouvernement va démissionner après l'inhumation du président Bongo pour que la présidente du Sénat mette en place un gouvernement à elle qui va assurer la gestion. Les choses semblent se passer, semblent bien se passer. Mais, comme vous dites, c'est que dans cette affaire, il y a beaucoup de prétendants. Parce que aux prétendants que vous avez cités déjà, il faut annoncer, à mon avis, des gens comme Tungi, des gens comme le général qui est ministre de la Santé, etc., qui sont aussi d'autres prétendants. Mais si les choses se font comme elles ont commencé, à mon avis, la guerre de succession, qui est tout à fait légitime, n'explosera pas. Parce que les choses vont se faire de façon démocratique. Le PDG, qui est le parti que le président Bongo a fondé, va choisir son candidat, il va être investi. Et moi, je crois que le danger pourrait venir des conditions matérielles de l'organisation du scrutin. Aujourd'hui, et le débat a commencé à émerger, c'est que est-ce qu'on peut faire des élections transparentes, démocratiques, dans 45 jours, comme le prévoit la Constitution. Sachant qu'il y a un deuil déclaré de 30 jours. C'est ça. Ou est-ce qu'il faut que la classe politique fasse à la mauritanienne, c'est-à-dire qu'elle s'accorde sur une période de transition qui peut être de 3 mois, qui peut être de 3 mois et demi, pour permettre la révision des listes électorales, la mise en place des infrastructures. Donc je crois que c'est à ce niveau que la question pourrait devenir sensible, et non au niveau de la guerre de succession entre Ali Ben Bongo et sa sœur ou d'autres prétendants. Si cet aspect est bien géré par les partis démocratiques, il restera aux Gabonais de relever le défi d'organiser un scrutin démocratique. Et si les choses se passent bien, l'Afrique peut donner, le Gabon peut donner une leçon de démocratie au monde entier. Mais je pense aussi que tout le monde donne gagnant à Ali Ben Bongo au cas où il y avait des élections aujourd'hui. Je crois aussi que... faut-il qu'il soit investi par le PDG? Faut-il qu'il soit... Oui, tout à fait, il faut mettre ces bémols-là, faut-il qu'il soit investi. Mais je pense que... on a frôlé la catastrophe où elle a été annoncée mais n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu cette humanité en disant que tout sera balayé, etc., etc. Mais il faut vraiment veiller à ce que les Gabons... Qui doit veiller? Il faut veiller. Qui doit veiller? Les Gabonais, la communauté internationale, la France? Non, je pense d'abord au niveau de l'Union africaine. Faut vraiment a-t-elle les moyens de sa politique au niveau de l'Union africaine, sachant que c'est Jean Ping qui assure la tête de la commission? Bon, Jean Ping s'est déjà dit qu'il n'est pas candidat à la succession de Bongo, c'est déjà une bonne chose, mais au niveau de l'Union africaine, il faut vraiment, à chaque fois qu'il y a un pays qui se cherche ou qui veut trouver des solutions par rapport à une voie pacifique qu'elle suit, je crois que ce pays-là mérite d'être accompagné.